Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous êtes né au pays de la bière, mais vous n'avez jamais eu besoin de cette origine familiale pour faire mousser votre travail. Au parcours d'ingénieur en gestion qui vous était promis, vous avez préféré une carrière simplement ingénieuse. À travers un conte musical, vous retrouvez aujourd'hui une âme d'enfant que vous n'avez jamais vraiment perdue. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Jacques Pessis. J'espère jamais la perdre. Il faut toujours être un enfant. Comme vous. Comme nous devrions tous être. Alors, votre parcours, il est étonnant. Il a commencé en Belgique, on va l'évoquer. On va évoquer également votre actualité avec votre spectacle au Théâtre de l'Œuvre et Pierre et le Loup au Comédia. Mais le principe de l'émission, c'est de vous découvrir ou vous redécouvrir à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, Alex Vizorek, c'est le 5 septembre 2005, une rentrée scolaire à Paris. Au cours Florent. Exactement. Ah oui, au cours Florent. Vous avez la date exacte. Et c'est un lundi. Je me suis renseigné au cours Florent. et vous êtes arrivé là-bas. Vous avez été bien accueilli d'ailleurs. Vous étiez un petit Belge, mais accueilli par des Parisiens heureux de vous voir. Oui, c'est-à-dire qu'au cours Florent, il y a un gros mythe autour de ce lieu. C'est-à-dire que tout le monde pense que c'est toujours Francis Huster et Jacques Weber qui y donnent des cours et que quand vous sortez, vous faites partie de la grande famille. C'est pas ça, c'est une école qui forme à être comédien, qui est, selon les dires de ses détracteurs, une usine parce qu'il y a beaucoup de monde, mais après vous êtes dans des petites classes de 20 personnes, et selon l'énergie que le prof met et les caractères qu'il y a dans la classe, vous passez une année formidable où vous travaillez, où vous apprenez votre métier, où vous vous cultivez, parce que j'aimais la littérature, j'aimais la culture. Mais quand on fait des études qui sont école de commerce, j'avais pas le temps ou j'avais pas fait les démarches peut-être pour m'en abreuver suffisamment. Et ces années-là m'ont permis de le faire et de me rendre compte que c'est peut-être plutôt là que j'avais ma place. Oui, avec un avantage et un inconvénient, les professeurs sont tous des artistes, Alex Vizorek. Oui, alors il y a toujours aussi là l'espèce de possibilité que c'est un acteur qui n'a pas réussi, qui devient prof comme un entraîneur de foot qui aurait pu être un grand joueur. Mais c'est pas toujours ça. C'est souvent des gens qui ont vraiment la vocation parce qu'il faut être très très pédagogue. Donc c'est des gens qui essayent de sortir le meilleur de vous. Après il y a de l'humain dans ces métiers-là. C'est-à-dire que si je vous apprends à faire le théorème de Pythagore, il n'y a pas un grand humain entre nous. C'est-à-dire que je vous explique une règle, vous l'adaptez. Si je vous dis comment potentiellement jouer Tchekhov, il va falloir quand même qu'on parle la même langue, presque physique, presque épidermique. Donc il y a des profs avec qui on s'entend, d'autres avec qui on s'entend pas. Et c'est parfois ceux-là qui vous tirent vers le haut aussi. Il y a un prof qui a dit cette année on va faire Shakespeare. Et moi j'ai soufflé comme un idiot. J'ai dit non, c'était en deuxième année. Je dis si c'est Shakespeare, je crois que je vais changer de classe. J'ai pas envie de faire Roméo et Juliette. Ça. Il me dit mais Shakespeare, il y a plein de comédies, il y a plein de rôles pour toi avec ton côté un peu décalé. Et j'ai joué La Nuit des Rois de Shakespeare avec ce personnage principal qui raconte ses batailles alors qu'il était tout seul, ivre-mort au bistrot. Il raconte qu'il a tué 150 soldats adverses et il est vraiment très très marrant. Et Shakespeare regorge de choses que je n'aurais pas soupçonnées et que bêtement j'ai voulu éviter. Et il y a un professeur qui vous a dit un jour que vous n'écriviez pas mal, Alex Vizorek. Oui, là aussi, c'est chouette. Dans ces écoles-là, de temps en temps, ils vous disent montrez-nous si vous êtes créatif. Je crois que ça nourrit un acteur, comme l'inverse. Et j'ai découvert qu'effectivement, j'écrivais plutôt correctement et que ça amusait les autres de jouer mes textes. Et là, ça commençait à titiller jusqu'à arriver en troisième année où il y a eu classe de one-man show. Stéphanie Bataille qui l'a donné pour la première fois. D'ailleurs, Florent n'avait jamais fait ça. Et là, j'ai vraiment appris que c'était quand moi j'écrivais pour moi qu'il y avait une plus-value. Voilà. Et effectivement, Stéphanie Bataille, vous l'avez rencontrée, elle a travaillé avec vous ensuite. Oui, alors quand j'ai écrit 2 sketchs, je suis allé la voir et j'ai dit ça s'est bien passé à l'école, est-ce que tu veux pas me mettre en scène? Et elle m'a dit il y a 2 sketchs. Je dis ouais, c'est le début. Elle m'a dit tu sais quoi, tu vas écrire le spectacle et puis tu vas revenir. Je fais ok, donc j'ai pris tout l'été, je crois 2008 ou à peu près, et j'ai écrit le spectacle et je suis revenu en septembre. Je dis voilà, et donc elle a mis en scène et donc on a travaillé. Puis là, c'était le début de l'histoire de Alex Vizorek, qui est une œuvre d'art, le spectacle qui est en train de se terminer aujourd'hui, mais qui a presque 10 ans. Oui, on va en reparler. Alors, au départ, c'était pas du tout Clown Florent, c'était l'école de commerce Solvay. Il faut savoir que Ernest et Alfred Solvay sont les créateurs de l'industrie de la soude à l'ammoniac, vous le savez sans doute. Exactement. Et ils ont ouvert cette école à Bruxelles en 1903. C'est la plus grande école de commerce belge. Donc, si vous dites Solvay en Belgique, on sait où vous replacer. En France, le nom ne dit rien. Mais oui. Et pourquoi cette école, Alex Vizorek? Alors, ça, j'avoue, je crois que je n'avais pas les couilles, pour prendre une expression élégante, d'aller à Paris à 18 ans, comme ça, dans le vide des choses. Et donc, je me suis dit, écoute, tu vas choisir quelque chose de compliqué,
Et comme ça, on verra bien si t'es malin, ou au moins tu te seras testé. Et dans les études compliquées, alors j'avais un peu limité ça peut-être à trop peu de choses, mais enfin il y avait pour moi le droit, la médecine, Polytech et HEC. Le droit, c'était trop de lettres. Polytech, c'était trop de chiffres. La médecine, je crois qu'il faut vraiment une vocation. Ouais. Donc, il restait HEC. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est assez vaste. On va apprendre le marketing, la finance. Moi, j'ai rien contre les chiffres. Je suis pas un opposé à ça. J'aime beaucoup Pascal, qui manie aussi bien les chiffres que les lettres. Je trouve que c'est important. Et donc, je suis allé là et j'ai toujours été mauvais élève, mais j'ai toujours réussi. Oui, mais vous avez été quand même dernier de votre promotion. J'ai été dernier de ma promotion, mais il faut savoir que quand on commence en Belgique, Solvay, il y a 800 élèves. Ouais. Et on termine, on est 150 en 5e année à sortir. Donc, j'étais sans doute 150 ou 149e, mais je suis sorti. Et curieusement, vous avez fait en même temps des études d'ingénieur en gestion. C'est ça. Oui, c'est le nom qui est donné, qui est maladroitement donné, parce que... pour différencier d'ingénieur vraiment pour faire des ponts et tout ça, ce qui est vraiment Polytech. Ingénieur en gestion, c'est le terme belge pour HEC. Alors comme c'était autre chose qui vous intéressait, vous avez commencé par le journalisme et le journalisme sportif. Oui, c'était mon stage. Personne. Donc j'ai fait du journalisme un peu en parallèle. Parce que vous n'étiez pas encore un enfant de la balle, mais vous jouiez au football. Ah, moi j'adore le foot, j'adore. Je jouais pas très bien, mais j'étais le seul qui s'est amusé de faire son stage à la RTBF Sport. Et donc je suis allé, et c'était en radio d'ailleurs, et de temps en temps il m'envoyait, donc j'ai fait des matchs de division 3 belge. Je ne sais pas si vous imaginez ça, Jacques. Je ne sais pas si vous aimez le foot, mais la Ligue 1 à côté, c'est la Champions League, la Coupe du Monde. Et il faut commenter, il faut connaître les noms des joueurs qu'on aura oubliés ensuite. Ça, c'est le principe du journalisme. C'est-à-dire qu'il faut donner l'impression de bien savoir de quoi on parle pendant au moins 2 heures, ce que vous faites brillamment. Et qui sait si dans 3 jours, vous me recroisez dans la rue, vous ne me reconnaîtrez pas. Mais c'est ça, non, je dis ça en rigolant, mais c'est évidemment ça qu'il faut faire. Vous arrivez, vous préparez les 11 noms, vous demandez un petit peu à gauche, à droite qui sait mieux que moi ce qui se passe sur ce terrain-là. Et vous avez vous-même joué au football dans un club à Lembeek. Lembeek, exactement. C'est en banlieue de Bruxelles. Et ma mère, elle m'a mis là parce que c'était en néerlandais. Et donc, elle a dit comme ça, tu parleras aussi bien le flamand. Et je trouve que c'est une belle langue. Ça veut dire but, penalty et coup franc en flamand, quoi. Je sais dire plein de choses en flamand de ça. Et c'est ma seule chronique que je fais encore pour la Belgique depuis les locaux de France Inter, pour la VRT, Vlaams Radio-Télévisie. Et je la fais en néerlandais avec un mauvais accent. Mais donc, ça s'appelle Coucou de France. Et donc, je leur raconte ce qui se passe ici. Et il se passe des choses aussi du côté de Lembeek, puisque c'est le pays d'une bière célèbre, la Boon. C'est une des bières les plus célèbres de Belgique, qui est fabriquée là-bas. Et je crois que la bière en Belgique, c'est une institution. C'est-à-dire qu'il y en a des centaines et des centaines. Je crois que la Tchéquie est un peu ex aequo avec nous au nombre de bières au kilomètre carré. Oui. Mais sinon... il y a des bars à Bruxelles où je pourrais tout à fait vous emmener, où vous avez le choix entre une centaine de bières. Vous recevez un annuaire pour choisir votre bière. Et attention, il ne faut pas que ce soit dans le mauvais verre, parce que chaque bière a un peu son verre typique. Et il faut la boire avec du bon fromage. Et puis, vous avez décidé un jour d'abandonner le football comme joueur. Heureusement. De peur de vous casser le pied, Alex Vizorek. Ça, c'est vrai, je le dis aujourd'hui, parce que j'aime beaucoup. Alors, j'ai déjà dit que si Jacques Vendroux me demandait d'intégrer l'équipe des vedettes françaises, j'irais. Le Variety Club. Le Variety Club de France. Mais sinon, j'ai trop peur. En fait, j'adore tellement mon métier, j'adore être sur scène. Si je me fais mal en m'amusant, parce que je suis plus trop rodé, on peut pas se mentir, j'ai pas le physique. Si je me casse la patte, je m'en voudrais tellement. Ouais. Et en même temps, vous avez dû souffrir aussi pendant la dernière Coupe du Monde. Je vois bien où vous voulez en venir. J'ai le seum, comme on dit. Non, mais c'était génial pour moi parce que j'étais en France et c'est mon pays d'adoption. Et la Belgique, mon pays de cœur. Il n'y avait jamais eu de grand France-Belgique en Coupe du Monde que je ne connaisse. Et là, franchement, on a passé 3 jours. J'ai fait une page entière dans l'équipe, une page entière dans le JDD, parce que j'étais le seul Belge capable d'aimer le foot et d'être un peu connu en France, qui ait pu parler à ce moment-là. Donc j'ai fait le journal télé de France 2, de TF1, pour dire qu'on allait vous battre. Et donc, après, plus personne m'a appelé. C'est que, écoutez, vous en avez parlé aussi sur Sud Radio aujourd'hui, mais vous avez d'autres choses à dire. On en reparle dans quelques instants à travers une autre date, le 27 juin 2009. À tout de suite sur Sud Radio avec Alex Vizorek. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Alex Vizorek. Elle réveille vos souvenirs. Des souvenirs chers à celles et ceux qui nous écoutent et qui vous aiment à travers une date, 27 juin 2009. Si je parle du Théâtro à Bruxelles. Ouais, ça doit être une des premières mon spectacle. Ouais. Du King of Comedy Show. Ouais, alors oui, c'est ça. C'était donc une société de production belge
qui voulait mettre en avant les humoristes belges. Et on était du coup pas tellement à l'époque, parce qu'il y a eu un trou de génération, je dirais, entre ce qu'était François Pirette, peut-être, et Patrick François Pirette, voilà, oui, même Stéphane Stéman et quelques autres. Stéphane Stéman, ça remonte, tout à fait. Et puis il y a eu les frères Taloche, il y avait quelques vedettes belges. Et puis il y a eu un trou, il y a eu Virginie Hoc qui est passée un petit peu dans ce trou-là, on va dire. Et puis il y a eu une nouvelle génération qui est arrivée, dont je faisais partie, avec Walter, avec d'autres jeunes, Guillermo Guise aujourd'hui, ces gens-là. Donc, parce que l'humour belge, tout le monde en parle, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où il n'y avait pas de vraie création. Il y avait Philippe Gueluc par la BD, il y avait Benoît Poulvord par le cinéma, mais on manquait de comiques. Alors, le King of Comedy Show s'est inspiré d'un lieu qui est à New York, qui applique le même principe. Et ce lieu, en fait, il est né à cause d'un film de Jerry Lewis qui s'appelait Kings of Comedy. Et où il y avait le Jerry Langford Show avec Jerry Lewis et son partenaire Robert De Niro. Exact, et il l'enlève. Exactement. Donc, grâce à ce lieu, vous débutez à Bruxelles vraiment. Et ensuite, vous avez fait quelques apparitions à Paris, mais c'était vraiment le point de départ à Bruxelles pour vous, Alex Vizorek. Oui, c'était rigolo parce que je suis venu faire mes études ici, donc au cours Florent, comme on disait. Et puis, c'est par la Belgique que je suis remonté en France, par d'abord la rencontre avec ces gens-là qui m'ont mis sur scène, et puis un programme radio qui était Les Enfants de Cœur, une émission de type, on est autour de la table, on a des chroniques, on fait des blagues, et qui a décollé. On était 4 inconnus, le service public belge avait eu la gentillesse de nous donner un horaire le dimanche matin, et pouf, ça a été un énorme succès, et de fil en aiguille, j'ai appris la radio, et quand il y a eu un casting à France Inter, parce qu'ils voulaient renouveler leur bande de comiques, j'étais moi-même un petit peu prêt, et j'ai pu intégrer l'équipe de Frédéric Lopez dans l'émission à l'époque, de midi. oui. Ouais. Alors, vous avez des antécédents, parce que je crois que vous avez un père chanteur. C'est vrai. Il chantait quoi? Alors, le tube de mon père, c'est Faut pas se fâcher. Oui. Qui est, alors comme ça paraît bizarre, mais c'est l'adaptation en français de No Milk Today. Oui. No Milk Today, my love is gone. Tout à fait. Et donc, ça donnait Faut pas se fâcher. Après, je sais plus. Mais donc, ça, on l'entendait quand j'étais petit. Mais mon père a arrêté sa carrière à peu près quand je suis né. Donc, j'ai jamais connu chanteur, j'ai jamais fréquenté les loges de salles de spectacle et tout ça. Par contre, il a toujours compris qu'on puisse avoir envie de faire ce métier-là, de monter sur scène. Donc ça m'a aidé quand j'ai dit que je voulais faire ça. On m'a pas mis de bâton dans les roues, quoi. Non, et puis il a fait une première étape, c'est-à-dire qu'il a enlevé des lettres de votre nom d'origine. C'est vrai. Parce que votre nom d'origine, il est imprononçable sur Google. C'est beaucoup de points au Scrabble. Voilà, c'est Viesgorex. Vietchorek, Oui. m'a-t-on dit. Alors, donc il y a du IECZ, Oui. ORECK, avec un W devant. Mais en Belgique, ça passe mieux qu'en France, finalement. Le W se dit plus facilement. Oui, exactement, vous avez raison. Se dit pas que... Et c'est pour ça que j'ai, moi, fait du W un V, parce que vous dites wagon, et nous, on dit wagon. Voilà. Donc je me suis dit, on va simplifier, on va prendre un V, comme ça tout le monde va être d'accord. Et votre père a une caractéristique aussi, il vous a amené voir un humoriste un soir dont vous allez reconnaître la voix. Et alors, c'est un type qui est au resto et vraiment il a mal mangé, les boutons commencent à pousser, c'est formidable, il a très mal mangé. Et alors le mec vient, il lui dit alors, vous avez bien mangé? Le mec fait, alors là, si la patronne pouvait me faire la gueule à la fin du repas, ça serait comme à la maison. Voilà, exactement. Coluche. C'est vrai que Coluche vous a raconté des histoires belges avec Alors, Vizorek. à mon père, Oui. parce que donc lui il va au Cirque Royal. Moi j'étais trop petit, il m'avait pas emmené, mais par contre il m'a expliqué cette scène assez, je trouvais drôle. Il me dit Coluche fait tout son spectacle et ne fait pas une seule blague sur les Belges à Bruxelles. Et donc il salue, c'est la fin, machin, et puis il repasse la tête par le rideau pour les rappels et il dit j'ai plus rien. Enfin si, je crois qu'il reste une blague belge. Et là tout le public lui dit de la faire. Parce qu'évidemment, il y a deux Belgiques. Il y a celle qui rigolait des blagues belges de Coluche et celle qui était très vexée. Et donc, si on allait le voir en spectacle, sans doute, c'est qu'on avait envie. Et donc, il paraît qu'il a fait une demi-heure de blagues belges en rappel. Et mon père, ça l'avait marqué, effectivement. Et j'ai rencontré le fils de Coluche sur une émission, justement, où je devais chroniquer. Donc, j'ai décidé que nous enterrions la hache de guerre entre la Belgique et Coluche. Oui, il faut savoir en plus que les histoires belges, à l'époque où elles étaient à la mode en France, il y avait les mêmes, mais pour les Polonais aux États-Unis. Tout le monde a son belge. Voilà, exactement. Et les Américains, détestant les Polonais, avaient créé ce réseau de mêmes histoires. Moi qui suis belge d'origine polonaise, c'est toujours pour ma gueule dans tous les cas. Exactement, tant pis pour vous. Et le vrai déclic, ça s'est pas passé en Belgique, mais en Suisse, au Festival du Rire de Montreux, Alex Vizorek. Oui, c'était donc à Vevey, juste à côté. Il y avait un petit concours de jeunes talents que je gagne. Et le directeur du Festival de Montreux est dans la salle et me dit écoute, moi j'ai beaucoup aimé ce sketch. C'était le sketch où je parlais du joueur de cymbales,
donc la solitude du mec qui aime la musique mais qui se retrouve à jouer cymbaliste. Et donc il avait aimé ce sketch, il m'a dit viens le faire à Montreux. Donc moi j'avais joué maximum devant 120 personnes et 1 mois et demi après, je devais faire le Stravinsky Hall, qui est quand même là où se passe le festival de jazz de Montreux, donc où on jouait B.B. King, où sans doute Rostropovitch a joué au violoncelle. Et je dois faire, moi, devant 1800 personnes, mes blagues. Et bon, à ce moment-là, quand la chance passe, il ne faut pas laisser passer. Donc, je l'ai attrapé, je me suis appliqué. Et ça s'est très bien passé ce soir-là. Et donc, c'était le début de ma carrière. Ouais. Et vous avez eu un prix, le prix François Sylvain, oui. Humoriste inconnu en France. Mais je ne sais pas si vous savez, en fait, il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Si. Il a fait 1 an de travaux d'intérêt généraux. Et c'est comme ça qu'il a eu ces sketchs qui sont devenus célèbres. Il a fait un spectacle sur ses travaux d'intérêt généraux et qui a été un gros succès. Et c'est une énorme star en Suisse. Donc, quand je dis en Suisse que je suis prix François Sylvain, ça leur fait très plaisir. Alors, ça ne veut rien dire ailleurs. Puis il y a quelqu'un aussi qui a beaucoup compté pour vous, dont vous allez reconnaître la voix. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route. Barbara, La plus belle histoire d'amour, ça c'est... toujours, c'est ça qui... Cette chanson vous touche à chaque fois. Oui, mais tout Barbara, je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui l'irritent un peu par sa voix, mais je pense que quand on écoute ses textes et quand on est en symbiose avec sa sensibilité, c'est impossible de passer à côté de Barbara. J'en ai convaincu certains et certaines. J'ai dit maintenant assieds-toi, écoute. Et chaque fois que sa voix passe, ça me prend. Ouais, je trouve c'est toujours la plus grande auteure, compositeur, interprète française féminine, presque d'ailleurs complètement. Parce que voilà, j'aime bien Brassens. Oui, c'est autre chose. Mais pour moi, ça reste. Ouais, si je dois partir avec un seul disque sur une île déserte, ce sera avec un disque à elle. Ouais. Et cette chanson est née parce qu'un soir, elle a vu des stars dans la salle. Elle a été émue, ça n'existait pas pour elle. Et la plus belle histoire d'amour, c'est d'avoir vu ces gens-là dans la salle. Et votre plus belle histoire d'amour, mais d'humour, on va en reparler aussi dans quelques instants, avec une autre date, le 8 septembre 2017. A tout de suite sur Sud Radio, avec Alex Vizorek. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Alex Vizorek, avec des souvenirs liés à des dates. 8 septembre 2017. Là ouais, la première sur Salut les Terriens. Exactement. Vous succédez à Stéphane Guillon et à Gaspard Proust dans Salut les Terriens. Comment c'est arrivé ça ? Écoutez, moi j'apprends le départ ou l'éviction, on va dire, de Stéphane Guillon selon les versions par la presse. Et bon c'était pressenti, toute l'année il avait un peu titillé son employeur, donc ça semblait, je parle de Bolloré plus que d'Ardisson, ça semblait évident qu'il n'allait pas prolonger. Et le lendemain, on m'appelle, on me dit voilà, on a pensé à toi, est-ce que ça pourrait t'intéresser ? Alors ils m'ont dit gentiment que j'étais le seul à qui ils avaient pensé. Dans ces cas-là, normalement c'est pas le cas, mais je ne sais pas du coup qui sont les autres. Mais donc voilà, moi la télé d'Ardisson, c'est de la télé qui m'a aussi appris des choses quand j'étais gamin, m'a cultivé parce que à l'époque il faisait des plateaux aussi très très variés, enfin comme il continue à le faire aujourd'hui, mais donc on découvre des gens et puis on apprend des choses sur des gens qui sont très installés. Donc moi j'aimais bien son émission du samedi soir sur France 2, puis j'ai un peu perdu de vue parce que C8 on l'a pas en Belgique, et puis il était sur Canal à un moment et tout ça. Et donc je regardais essentiellement la pastille humoristique en replay, Gaspard et Stéphane. Et donc pour moi c'était aller en Ligue des Champions que d'intégrer cette équipe-là. C'était vraiment prendre un peu un risque. Oui, mais en même temps, vous avez un humour différent de celui de Stéphane Guillon. Vous avez un côté gentil dans votre humour, ce qui est, on dit à la Drucker, mais enfin Drucker a jamais été vraiment gentil. Moi, il y a quelques années, avant qu'il fasse de l'humour... Vous les seuls responsables. Ah non, attendez, moi, il me disait en coulisses des vacheries sur les gens. Quand un animateur partait, il a dit le pauvre avec un sourire qui en disait long. Donc, Drucker a beaucoup d'humour. Mais vous, c'est la gentillesse, même s'il y a un côté acide, Alex Vizorek. J'aime bien l'idée qu'on puisse dire gentiment des vacheries. Donc, je pense que je ne me prive pas de dire ce que je pense, mais j'essaye toujours de le tourner de manière à ce que ce soit drôle, potache, et que qui a envie d'y voir du fond, on trouve. Pas sur toutes les vannes. Il m'arrive de faire des vannes faciles sur des choses évidentes. Mais par contre, quand c'est sur le politique ou sur le sociétal, j'essaye quand même qu'il y ait une couche un peu de réflexion ou de décalage par rapport à l'actualité. Ouais. Avec une carte blanche totale. Absolument. Alors, mais c'est rigolo parce souvent on pense que
comme c'est la télé, comme c'est Bolloré, on me cerne, on me relie. Oui, on me relie, mais on m'a jamais. C'est plutôt pour l'efficacité productionnelle de la chose. Donc jamais on m'a dit non, mais ça en fait non. Mais après c'est mon choix aussi de bien équilibrer. C'est-à-dire que je pense ne pas avoir choisi une cible et taper dessus chaque semaine. J'essaye dès qu'il y en a un qui fait une connerie, il va prendre sans préférence. Voilà. Et vous avez dans l'humour un maître, Alex Vizorek. Vous allez aussi reconnaître sa voix. C'est parce que j'ai dit dubitatif. Non, dubitatif, c'est en un seul mot. Hein. Dubitatif. Ça veut pas dire éjaculateur précoce, hein. Dubitatif, ça veut dire que je suis dans le doute. Enfin, Pierre Desproges, vous vous considérez comme un maître évidemment, dès que vous écrivez 4 mots un peu que vous espérez bien écrits et drôles, vous êtes obligé de vous référer ou relier quelque part à Desproges parce qu'il a amené l'humour à un autre niveau. Là où l'efficacité d'un Coluche est indiscutable. Hein. C'est des humours complémentaires. Enfin, mais c'est dire que il est assez contemporain Desproges dans sa façon de décrire. Alors il faudrait changer quelques noms propres dans ce qu'il a écrit parce que quand il fait des vannes sur Bertrand Poirot Delpech, aujourd'hui ça ne marcherait plus. Mais on peut mettre un autre académicien à la place, ça marcherait sans doute très bien. Oui, et Desproges, moi je l'ai connu jeune journaliste à l'Aurore, quotidien qui a disparu. Il faisait des petites brèves dans un coin. Il a fait le petit rapporteur, ce qui lui a lancé. Mais finalement, ces salles n'étaient pas pleines au début. Il est culte aujourd'hui. Il a mis du temps avant de réussir et avant de disparaître malheureusement trop tôt. Beaucoup trop tôt. Je pense que c'est rassurant de se dire que c'est le travail qui paye. C'est-à-dire que Michel Leb raconte qu'il a mis 10 ans à travailler, et puis un jour, il fait un sketch en télé, et le lendemain, ses salles sont pleines. Exactement. Mais Michel Leb, il faisait un sketch à la machine à écrire à la manière de Jerry Lewis. Exactement. Il tombait, et ça dérangeait les clients qui dînaient, c'est tout. Voilà. Mais quand vous avez fait ça, vous profitez d'autant plus de votre chance d'avoir des salles remplies. Alors, j'ai pas les salles ni de Michel Leb, ni de Pierre Desproges, mais enfin, aujourd'hui, où que j'aille en France, et je suis beaucoup en tournée, il y a 400-500 personnes qui viennent me voir, et c'est souvent complet. Donc, c'est génial. C'est du travail, c'est 10 ans de métier. Alors vous dites justement que la réussite, c'est 90% de travail et 10% de rêve, Alex Vizorek. Je crois que c'est une phrase de Brel, mais... Donc voilà, oui, travail et le talent. Alors je veux bien ajouter ma... C'est beau ce que j'ai dit, j'ai oublié Jacques. Écoutez, ouais, c'est vrai. Si, non mais il faut du talent aussi un petit peu. Mais je pense que si vous avez une vraie capacité de travail... Moi, je suis nul musicalement, mais j'ai appris la guitare. Je suis toujours pas très bon, mais je peux vous faire une chanson au sketch à la guitare. Si je bosse, je pourrais même la faire sur scène. Voilà. Oui, puis vous avez un humour à contre-courant. Quand vous avez commencé ce spectacle, Alex Vizorek est une œuvre d'art. Tout le monde dit, mais qu'est-ce que l'art a à voir là-dedans ? La culture et l'humour, c'est pas forcément compatible, surtout depuis quelques années. Oui, et je ne comprends pas pourquoi, parce que des artistes, y compris contemporains, sont drôles. Je pense que... Involontairement, parfois. Alors ça, on ne le sait jamais, mais je crois que aussi volontairement. C'est-à-dire que c'est là qu'on a tendance à penser que c'est des pitis et que c'est l'au-delà qui leur envoie des idées. Moi, je pense que parfois, Duchamp, typiquement, Duchamp s'est moqué de l'art lui-même en faisant de l'art. Ça, je trouve ça génial. Donc... Et Picasso lui-même, d'ailleurs, disait que sa période bleue était une période où il se foutait du monde. Dites pas ça maintenant, parce que le musée d'Orsay va fermer. Exactement. Vous pouvez aller voir tout le foutage de gueule de Picasso en ce moment. Mais on voyait qu'il savait peindre, c'est ça que je veux dire. Et donc, je pense que on peut faire de l'humour avec n'importe quoi, pour peu que ce soit bien amené, bien tourné. Moi, j'espère que mon spectacle est un peu intéressant et beaucoup drôle. Vous le tournez depuis 10 ans, en tout cas. Maintenant, il commence à être prêt. Ouais. Voilà. Vous allez jouer au Théâtre de l'Œuvre à la fin de l'année. Je suis assez content, parce que est une œuvre d'art, c'était assez normal qu'un jour je joue à l'œuvre. Exactement. Et le déclic, c'est un jour où vous avez vu Fabrice Lucchini, Alex Vizorek. Oui, c'était au Petit Montparnasse, je crois, 400 places, à la Gaîté Montparnasse. Et donc, c'est pas une énorme salle, mais bourré craqué. Et il parlait de littérature, enfin comme il fait encore aujourd'hui, mais dans des beaucoup plus grandes salles. Et je me suis marré. Et je me suis dit, mais merde, moi je venais pour écouter des textes, des lectures, et avoir peut-être me cultiver. Et en fait, je me suis écultivé et surtout marré. J'ai acheté des livres le lendemain aussi. Et donc je me suis dit, il a tout gagné ce mec-là. Il m'a fait rire et j'ai passé un moment de spectacle. Et en même temps, il m'a cultivé. Donc je dis, c'est pas impossible avec un terreau culturel
de faire marrer et d'intéresser les gens. Moi, j'ai des gens qui m'envoient des selfies d'eux dans des musées avec des tableaux derrière, parfois ceux dont j'ai parlé, et parfois d'autres tableaux pour me dire ça, regarde, ça peut t'inspirer. Et donc, je me dis, c'est chouette quoi, que les gens se soient dit allez, on va au musée, peut-être parce qu'ils ont vu mon spectacle. Oui, et Lucchini, moi, je me souviens d'avoir croisé il y a une trentaine d'années à la Nouvelle Ève, qui était un cabaret où il venait le soir. Il y avait une discothèque et il venait me raconter le spectacle qu'il fait aujourd'hui. Et personne n'en voulait à l'époque, il a persisté et ça a marché. C'est brillant et d'ailleurs chaque fois qu'il recommence, il commence dans des toutes petites pour justement le rôder, sentir l'âme du spectacle avant d'aller dans des grandes salles. Alors vous êtes mis pour ce spectacle dans la peau d'un professeur d'histoire de l'art. C'est pas aussi clair que ça, c'est-à-dire que je m'adresse directement au public, donc ça peut ressembler un peu à une conférence, mais je dis surtout que je vais parler d'art en bon amateur. C'est-à-dire que ce dont je parle, je le connais. Mais je ne suis pas un puits de culture artistique. Non, mais vous étiez un amateur d'art avant de faire ce spectacle ? Oui, j'allais au musée et je m'intéressais à des choses, mais je n'étais pas exhaustif. C'est-à-dire que de temps en temps, j'avais un coup de cœur, un truc que j'aimais bien, mais je peux pas dire que j'ai vu tout Visconti. Et pourtant, j'ai un sketch complet sur Mort à Venise. Je ne connais pas tous les artistes contemporains aujourd'hui. Vous aimez beaucoup Magritte, je crois. Bien entendu, parce que justement, il y avait de la drôlerie, et il paraît que lui-même n'était pas drôle. Non, pas du tout. Très austère, et que c'était vraiment un fonctionnaire de la peinture. Et quand je dis vous êtes à contre-courant, Alex Vizorek, c'est parce que la culture n'est quand même pas d'actualité partout aujourd'hui. Il y a un sondage qui a été fait récemment, et quelqu'un a répondu, Reggiani, c'est une nouvelle marque de pâtes. Ah, écoutez, aujourd'hui, on a tellement de canaux, c'est-à-dire YouTube, des journaux, de nombreuses chaînes télé, tout ça, qu'il n'y a plus une culture aussi uniforme qu'il pouvait y avoir il y a 30 ans. Donc, qu'un jeune de 20 ans ne connaisse pas Reggiani, ça ne me surprend pas. Et d'ailleurs, moi, je connais pas bien ce que lui écoute non plus. Non, mais oui, exactement. Reggiani, je connais bien, moi, voilà. Mais j'aime bien. Et vous évoquez aussi André Malraux. Il n'y a pas beaucoup d'humoristes aujourd'hui qui parlent d'André Malraux. C'est le point de départ du spectacle, c'est sa phrase qui dit l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Et ça, par contre, j'en reste persuadé. C'est-à-dire que si un jeune connaît pas Reggiani, je peux lui dire allez, tu sais quoi, tu me fais écouter toi une chanson que t'aimes bien, et moi en échange je te fais écouter un Reggiani, et on va apprendre tous les deux quelque chose sur la culture en elle-même. Donc par l'humour, on peut apprendre des choses. Je suis persuadé. Même, il y a, je crois, des gens qui n'écoutent peut-être que Canteloup et qui sont quand même informés sur l'actualité. Ouais, nous, on a Dany Moreau qui est aussi fort que Canteloup. Voilà. Disons Dany Moreau, excusez-moi, je me suis trompé de radeau. Non, mais Canteloup est à la télé aussi. Mais non, mais pour dire qu'il y a moyen aussi d'informer les gens avec l'humour, il y a moyen de conscientiser les gens avec l'humour, de responsabiliser et de cultiver aussi, je crois. Et Malraux, par exemple, on ne sait pas qu'il était nomade. Un jour, il a trouvé une maison à Boulogne-Billancourt où il est resté des années. Il était tellement content de cette maison qu'il a payé 10 ans de loyer d'avance pour être sûr de rester. Je crois que c'est le seul qui a été dans ce cas, avant d'être ministre du général de Gaulle. Alors, il y a aussi dans ce spectacle les bergers allemands. Oui, c'est un petit jeu de mots que j'ai fait. J'ai toute une partie. J'aime bien l'humour absurde. Je suis pas le plus grand virtuose de ça, mais j'aime bien quand me viennent des absurderies, je les note. Et c'était toute une chronique que j'avais faite sur les animaux et de dire qu'il y avait pas mal de choses absurdes. Et donc, je me posais la question de savoir s'il y avait des bergers allemands négationnistes. Oui. Je n'ai pas eu de réponse venant de l'amicale canine. Mais on parle aujourd'hui de bergers d'Alsace, de bergers alsaciens, parce que depuis la dernière guerre mondiale, on parle plus vraiment de bergers allemands. Et les plus célèbres, c'est Rintintin. Et un autre qu'on a oublié, qui est Stongert, qui était un berger allemand dans les années 20 au temps du muet. Qui a son étoile à Hollywood aussi, avec celle de Rintintin. Et on envoie des baisers à l'Alsace aujourd'hui spécialement. Spécialement, on pense à eux, effectivement. Alors, ce spectacle, effectivement, ça a été des années de travail, vous l'avez fait évoluer. Bien sûr. Oui, aujourd'hui, c'est pour ça que je crois qu'un premier spectacle doit durer longtemps. Parce qu'il faut aussi... moi, j'aime bien comparer la scène à pilote d'avion. C'est-à-dire qu'une fois que vous savez piloter l'avion, vous savez monter sur scène. Mais après, être à l'aise aux commandes de l'avion, s'il se passe des turbulences, savoir maîtriser l'avion, là il faut beaucoup de scènes, il faut beaucoup d'heures de vol. Et donc moi ce spectacle, petit à petit, j'y ai ajouté des impros, celles qui sont bonnes je les garde, celles qui sont pas bonnes je les fais plus le lendemain, mais j'apprends mon métier grâce à ce spectacle qui aujourd'hui je pense est optimal, c'est-à-dire que si une blague marche pas 3 jours d'affilée, je l'enlève. Et puis vos études de commerce vous ont appris à lancer un spectacle, c'est-à-dire que le marketing vous connaissez presque aussi bien que vos sketchs, Alex Vizorek. J'aimais bien le marketing, ouais. Mais
Mais par contre, je reste persuadé que c'est pas mon métier. Donc, quand les gens du marketing, de la production qui s'occupent de moi me posent des questions, j'aime bien me concerner. Moi, je les interroge. Je leur dis, est-ce que vous pensez vraiment que l'affiche, elle est bien comme ça? Est-ce qu'il faut pas plus grand, plus petit? Est-ce que tout est clair? Mais c'est eux qui prennent la décision. Je pars du principe que moi, on ne se mêle pas de mon artistique, je ne me mêle pas de... En même temps, aujourd'hui, on parle du stand-up, un mot bien français. Vous avez été, il y a 10 ans, un pionnier du stand-up avec ce spectacle, avec Vizorek. Moi, je pense qu'on a toujours fait du stand-up. C'est-à-dire que Guy Bedos faisait du stand-up. Raymond DeVos faisait du stand-up. Oui. C'est-à-dire que... Mais peut-être qu'on ne les connaît plus aujourd'hui. Ah oui, mais la définition du stand-up, c'est un homme debout qui s'adresse sans quatrième mur au public. Alors évidemment, il y a la touche américaine aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec un microfil et une bouteille d'eau pour donner un peu l'air de sortir de chez soi. Et moi, j'aime bien avoir préparé théâtralement mes montées sur scène. C'est-à-dire, je me maquille, je noue ma cravate, j'essaye d'être élégant comme si j'allais à un rendez-vous. Pour les stand-uppers, c'est pas toujours le cas. Et donc justement, eux, ils aiment bien dire, j'arrive en dernière minute, je prends le micro et je raconte ma vie. Donc ça tient de leur logique. Mais après... Moi, j'estime que ce que je fais, c'est du stand-up. Ouais. Exactement. Et vous le faites bien. Vous serez donc le 29, 30 et 31 décembre au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Ouais. Et encore un peu en tournée, non ? Tout le temps. Quasi tous les week-ends jusque juin 2018, je suis en balade. Donc 2019, pardon. Oui. Donc n'hésitez pas, je passe sûrement pas loin de chez vous. Eh ben, le message est passé. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour parler d'un autre spectacle avec une date, le 26 décembre 2018. À tout de suite sur Sud Radio avec Alex Vizorek. Votre mobile. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Alex Vizorek. Alors on a parlé du passé, du présent avec le Théâtre de l'Œuvre, mais juste avant le Théâtre de l'Œuvre, parce que vous êtes quand même assez occupé, mais vous en rajoutez, le 26 décembre 2018, vous êtes au Théâtre Comédia à Paris pour réciter Pierre et le Loup. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Alors Pierre et le Loup, j'imagine que je ne vous apprends pas que c'est un conte de Prokofiev. Tout à fait. Je crois qu'il avait écrit ça d'ailleurs pour ses enfants à lui, pour leur apprendre les instruments de musique. Tout à fait. Conte inégalé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul conte musical qui est aussi connu et aussi, dont les parents ont autant envie de le passer à leurs enfants. Donc il y a eu une collection de gens brillantissimes qui ont eu l'occasion de lire ce texte, de dire ce texte. Je suis presque gêné de m'ajouter à cela, mais ça a été fait en Belgique. C'est une demande qui a été faite en Belgique. Et la vraie force de cette adaptation-ci, c'est pas du tout moi, c'est la dessinatrice Caro qui, en direct, dessine chaque fois l'histoire. Donc les gamins, à partir de 3 ans, qui pourraient peut-être à 3 ans ne pas être happés par la musique et le texte, sont happés par l'image, par ces dessins qui sont en train de se faire, ce loup qui arrive en ombre chinoise, tout ça. Et ça, c'était vraiment chouette. Donc j'ai dit oui à ça en Belgique. On a fait quelques dates, succès considérable. Et donc je me suis dit, mais ça serait quand même bien qu'on le fasse en France. Et j'ai présenté les producteurs français aux producteurs belges. Et ça s'est mis. On a fait 3 dates en novembre qui sont hyper bien passées. Donc le bouche à oreille a très bien fonctionné. Donc on refait 4 dates là en décembre, pendant les fêtes. Donc c'est vraiment, ça dure 50 minutes. Si vous avez des gamins, si vous avez envie qu'ils aiment la musique, vous êtes les bienvenus. Oui, alors effectivement, beaucoup de gens ont joué, on dit Pierre et le Loup. Il y a eu Jacques Brel, il y a eu Robert Hirsch, Robert Lamoureux. Philippe, qui est la référence apparemment pour les Français. Justement. Ah ! Quant au grand-père qui bougonne dans sa barbe, c'est le basson grondeur. Et c'était le premier en 56 avec l'orchestre d'État du RSS au grand complet qui l'avait accompagné. Marrant, et je crois que c'était un des disques les plus vendus de cette année-là en France. Oui, et pendant des années aussi, puisque c'était l'un des premiers 25 cm à l'époque qui existait pour les enfants. Après, il y a eu les disques d'aventure avec Black et Mortimer et Astérix. Et c'est le premier, et tous les enfants de l'époque, le cadeau de Noël, c'était Pierre et le Loup de Prokofiev. D'ailleurs, Prokofiev, il faut savoir quand même qu'il a composé sa première pièce de piano à 5 ans, et son premier opéra à l'âge de 9 ans. Et le gars est brillant. Le gars, sauf à l'école où il perturbait tout le monde. Ah. Et il était arrogant et excentrique, mais ça l'ennuyait. Alors, il y a aussi Emmanuel Macron qui vous a précédé le 1er mars. Voilà, je pense qu'il fallait passer vraiment juste après, parce qu'il fallait faire oublier. Non, mais c'est chouette, je comprends. Mais alors, je crois qu'il aime évidemment la culture et la littérature, donc c'était plutôt intelligent de le faire. Après, le pauvre ne peut pas faire une tournée, il est fort occupé. Oui. Donc je me charge de récupérer sa clientèle. Mais oui. Il y a même des femmes. Il y a eu Valérie Lemercier, il y a eu là récemment François Morel qui l'a fait. Donc c'est vrai que c'est... Et
Et en même temps, c'est chouette de le faire. Et en même temps, on n'a pas une énorme patte à amener. Moi, j'y mets quelques blagues au début, parce que comme je suis humoriste, je me suis dit, alors, je mets des blagues dans la présentation des instruments. Mais une fois qu'on se lance, c'est vraiment la musique qui fait tout, et c'est l'histoire. C'est presque le bâton qu'on passe, mais les enfants se fichent complètement de qui je suis, et ce serait Gérard Depardieu qui s'en ficherait aussi. Hein. Je pense. Et l'orchestre, en revanche, a beaucoup d'importance. Ah oui, bah donc là, on a la chance d'avoir 18 musiciens. Ce que je trouve super, c'est que c'est un orchestre créé comme ça avec que des jeunes. Donc ça, c'est vraiment sympa. Le joueur de basson, on dirait qu'il sort d'un concert de hard rock. Et je trouve que pour les gamins dans la salle, de voir des jeunes instrumentistes avec des instruments quand même pas évidents. Enfin, quel jeune a envie de commencer la clarinette, mais de voir qu'un jeune qui peut lui ressembler 10 ans plus tard fasse ça, je trouve que c'est encourageant. Ouais. Est-ce que ce conte musical Pierre et le Loup fait partie de vos souvenirs d'enfance, Alex Vizorek? Eh bien non. Moi, j'ai été très peu bercé à la musique classique. Je n'y connais pas grand-chose. Enfin, maintenant, j'essaye de tendre l'oreille. Mais c'est vrai que quand j'écoute les mamans qui viennent me voir avec les enfants, c'est dans les souvenirs d'enfance de beaucoup de monde, et chacun a son récitant type. Et j'ai entendu j'en rajoute, mais des Michel Galabru, des Bernard Giraudot. Il y en a eu beaucoup. Ouais, et chacun me dit, moi c'était celui-là évidemment. Je dis, oui, c'est pas si évident parce que la madame derrière c'est quelqu'un d'autre. Mais chaque fois, ils l'ont passé à leur gosse. Et donc peut-être dans 25 ans, il y a un petit gamin qui va dire, enfin une gamine ou un gamin qui va dire, moi c'était Vizorek. Voilà. Donc là, c'est ma fierté absolue. Et le rival à l'époque, c'était Piccolo Saxo et compagnie. Oui, on m'en a parlé. Avec André Pop, qui avait composé la musique, François Perry comme récitant. Personne n'a cru à ce projet au début. Et il y a eu 6 volumes et des millions d'exemplaires. Ouais, c'était le même principe pour apprendre des instruments de musique. Vous-même, donc à part la guitare, vous ne jouez pas d'instrument de musique. Ma mère avait essayé de me faire du piano, mais je crois avoir été un turbulent, comme notre ami Prokofiev. J'étais pas concentré sur le sujet, ou je l'ai appris trop jeune, ou je l'ai mal appris. Enfin, en tout cas, je le regrette un petit peu aujourd'hui de ne pas avoir été plus assidu. Il y a aussi un autre métier que vous exercez, parce que vous faites tout, mais on le sait peu, c'est acteur. Vous avez été à l'affiche d'un film qui s'appelle Les Affamés, voici pas peu de temps. Oui, c'est avec Louane. C'est une belle histoire parce que la fille qui réalisait, je l'ai connue très jeune, elle était stagiaire au théâtre de 10 heures quand moi j'ai commencé. Et donc elle m'a dit, aux gens qui ont été sympas avec moi sur mon parcours, j'aimerais bien les avoir dans mon film. Donc je suis allé faire une journée. Là, j'ai fait un film avec Elsa Zilberstein qui devrait sortir... j'ai fait le film de Michel Denisot aussi, qui va sortir sur la télévision. Et c'est chaque fois 1 ou 2 jours. Donc je n'ai pas encore une grande carrière ou une grande filmographie, mais j'aime bien aller sur les plateaux de cinéma. J'aime bien, ça me sort de mon quotidien aussi, et ça me donne des défis. Et dans ce film Les Affamés, vous êtes un directeur des ressources humaines. Exactement. Je reçois le CV de Louane et je lui dis qu'il est très mal ficelé et qu'elle doit s'en aller et qu'elle doit le retravailler. Et je suis aussi le mec de, comment on appelle ça, Pôle emploi, oui, qui lui donne les mauvais conseils pour faire son CV. Et donc, résultat, ça dénonce un petit peu, et je trouve que la thématique est belle, la difficulté des jeunes à trouver de l'emploi aujourd'hui. Si vous voulez, le mec de Pôle emploi lui dit qu'il faudrait faire comme ça, et quand elle arrive après chez le DRH, il lui dit, mais il est nul ce CV, comment vous voulez que je vois quelque chose là-dedans? Et donc, ça dit beaucoup de choses aussi sur les jeunes et leur angoisse vis-à-vis du monde du travail. Oui, car vous avez finalement trouvé votre travail vous-même, Alex Vizorek. Je me le suis créé, mais je sais très bien que c'est un coup de chance énorme. Parfois, je m'offre le vertige de me demander ce que j'aurais fait si ça n'avait pas du tout fonctionné. Oui, mais vous avez réussi à vous engouffrer dans des brèches au moment où il le fallait. Ça, c'est aussi une forme de talent et de nécessité. Alors, c'est ma phrase préférée d'Eddie Barclay qui disait « Ne pas avoir de chance est une faute professionnelle ». Vous l'avez connu, Eddie Barclay ? Pas du tout. C'est que lui, il avait surtout le talent de reconnaître les gens. Ouais. Un soir, il va dans un club de jazz parce qu'il adorait ça, et il voit un jeune musicien, il dit tiens, il a du talent, celui-là, je vais l'engager. C'était Nino Ferrer, que personne ne connaissait et personne ne voulait lui faire un disque. Et ce talent, justement, c'est quelquefois difficile de s'engouffrer n'importe où pour tenter sa chance en disant je vais peut-être me casser la figure. Moi, je pars du principe que je veux bien tout accepter si je sais que je l'assumerai. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'à l'époque, j'aurais fait une publicité pour le jambon s'il avait fallu, quand j'ai commencé, parce que j'avais rien. Aujourd'hui, je sais que je la refuserais. Mais je m'étais retrouvé dans un casting avec Kian Kojandi, l'acteur de Bref, pour des pâtes lustucrues. Oui. Et on l'a pas eu. Ni lui, ni moi. Donc, mais par contre, après, on a fait une petite carrière tous les deux. Et celui qui l'a eu, on ne sait pas qui c'est, on le cherche. Et le théâtre, c'est plutôt rare, mais il y a eu quand même 3 hommes et un couffin. C'était ma première expérience, c'était formidable, j'en suis absolument ravi. J'ai adoré travailler avec Bruno Sanchez et Ben, qui étaient les 2 autres papas. Et j'espère que ça se reproduira. Après, moi, j'aime être sur scène seul et parler seul au public, mais je veux bien
partager la scène et partager la recette si une bonne pièce se présente. C'est ce qui s'est passé au départ pour 3 hommes et un couffin. Personne ne voulait monter le film. Pareil. Les comédiens ont été au pourcentage et ils ont vu gagner leur vie. Pas tous. Il y en a un des 3 qui a refusé. Oui, je sais, il le regrette amèrement aujourd'hui. Et puis, encore une chose, parce que vous faites vraiment beaucoup de choses, vous avez lu Baudelaire au Festival de la Correspondance. Parce que j'aime bien ne pas être où on m'attend et que j'ai envie de donner aux gens qui pourraient m'engager d'autres idées. Quand on me propose des trucs comme ça, je suis très content. C'était l'invité d'honneur du Festival de la Correspondance de Grignan, c'était la Belgique. Et Baudelaire est venu chez nous pendant 3 ans et s'est emmerdé et nous trouvait bêtes et nous trouvait chiants et trouvait qu'on mangeait mal et trouvait que le pays était moche. Et donc il a écrit des lettres à sa mère d'une violence et de méchanceté sur les Belges. Et on m'a dit, Alex, on peut pas faire lire ça par un Français parce que c'est trop violent. Mais si un Belge le fait, ça va être drôle. Et donc je lisais les horreurs de Baudelaire, moi en tant que Belge, et les gens riaient. Et je trouvais ça vraiment chouette. Après, les mots sont choisis, c'est du Baudelaire. Mais quand même, il était têtu et il était bête vis-à-vis des Belges. Oui, et ça vous a peiné, c'est vrai ce qu'il disait sur les Belges ou non ? Alors, il y a un peu des choses qui sont pas complètement fausses, mais en fait, il était frustré de ne pas être autant reconnu que Hugo. Ouais. Et donc, cette frustration-là, il l'a passée sur nous parce que c'était la période où Hugo était partout, était réimprimé tout le temps. Et lui, il devait se battre pour qu'on veuille bien réimprimer ses Fleurs du Mal. Oui, justement, quand les Fleurs du Mal sont sorties et ont été interdites, le premier à prendre la défense de Baudelaire, ça a été Victor Hugo. Il lui a écrit une lettre en ce sens, en disant « Bienvenue poète ». Donc c'était quand même une petite revanche. Et dans les lettres à sa mère, il explique que quand même, il a fini par trouver Madame Hugo sympathique et qu'ils se sont bien occupés de lui quand ils étaient à Bruxelles quand même. Comme quoi on peut faire de l'humour et avoir de la culture. Vous définissez aussi Alex Vizorek comme un Peter Pan. J'ai dit ça un jour et je regrette Peter Pan de la blague. C'est-à-dire que j'ai toujours un peu ce côté enfantin de dire... ma blague, je la prépare comme un gamin prépare une vraie blague. Mettre le coussin péteur sous le coussin pour que la personne qui s'assoit dessus fasse le bruit. C'est un peu comme ça que je prépare mes blagues. Je suis très content d'aller les raconter. Et donc, je prépare mes écrits, mais mon plaisir, c'est d'aller les dire à quelqu'un qui va se marrer, quoi. Et donc, tant que j'ai cette espèce de plaisir-là, d'enfant, je crois, c'est que je suis toujours en train de faire le métier qui me convient. Et l'avenir ? Alors ça, c'est une question mystère, mais je crois que c'est l'écrit qui me plaît le plus, donc j'aimerais bien peut-être écrire une pièce de théâtre, peut-être co-écrire un film ou des choses comme ça, mais c'est toujours dans l'idée de raconter des trucs amusants, peut-être écrire des chansons drôles, je ne sais pas, mais en tout cas l'avenir, ce qui est sûr, c'est un 2e spectacle. Ça, oui. C'est pour 2020, c'est déjà acquis. Oui, parce que 10 ans le même spectacle, on vous a accusé d'être paresseux. Oui, ceux qui font ça sont quand même des gens pas sympas, parce qu'on peut pas dire que je chôme. Mais en tout cas, oui, il faut que j'écrive un nouveau spectacle. Et 2020, en mars, je le crée en Belgique. Donc les dates, les salles sont réservées. Je peux plus reculer. Oui, mais il faut écrire encore. Oui, merci de me le rappeler, Jacques. En attendant, donc, il y a donc au Théâtre de l'Œuvre, vous allez refaire votre spectacle. Ouais, on a du succès avec ce spectacle. Il y a encore trop de gens qui ne l'ont pas vu. Donc, je les convie. Et puis, on va faire en mars à l'Alhambra, 15 jours d'Alhambra. Donc, il y a encore beaucoup de monde, j'espère, qui vont venir me voir. Et peut-être on fera encore une toute grande pour dire c'est la dernière. Je ne sais pas, un Olympia, un Trianon, j'en sais rien. Et on dira c'est la dernière, ça fait 10 ans et on ne touche plus à ce spectacle. Et comment vous faites pour tenir le choc avec autant de travail ? Je crois que je serais plus malheureux si je n'en avais pas autant. Donc j'essaye de m'organiser un petit peu, parce qu'il faut placer des heures de sommeil. Oui. Et alors ? Mais tout le reste, je suis toujours content. J'ai pas l'impression de travailler. Bon, non, nous non plus. D'ailleurs, en vous écoutant, on a l'impression de passer un bon moment. Donc je rappelle qu'il y a le Théâtre de l'Œuvre du 28 au 31 décembre et qu'il y a Pierre et le Loup pour les enfants au Comédia, à 14h au Comédia à partir du 26 décembre. Exact. Et ça reprendra peut-être pour d'autres fêtes. J'espère qu'on va en faire une tradition pendant les vacances. Ouais, j'aimerais bien. En tout cas, nous avons été à la fête en vous recevant et en suivant votre parcours, Alex Vizorek. Merci pour la qualité de votre écoute, Jacques Pessis. Merci à vous. Dans quelques instants, et vous reviendrez toujours sur Sud Radio, où comme vous, nous parlons vrai. Si vous m'invitez. Pas de problème. Dans quelques instants, on va retrouver comme tous les jours Brigitte Lahaye. Ensuite, ce sera Trina Magdine. Et ensuite, ce seront les vraies voix de Sud Radio qui évoqueront l'actualité avec Christophe Bordet, Philippe David et leur équipe. Et nous, on se retrouve demain, bien sûr, à 13h pour d'autres clés d'une vie. Merci, bonne journée, à demain.